Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. À la une ce soir, il se prépare à entrer dans l'arène demain pour le début de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les Lions indomptables, confiants, se disent prêts à affronter une équipe mauricienne qui n'entend pas lâcher prise. Nous vivrons les derniers préparatifs des deux équipes dans le 19h50. Le temps des récoltes est devenu le temps de la tristesse pour les cultivateurs dans le département du Ndé. Les fortes pluies détruisent des productions. Le haricot, le produit le plus touché. Conséquence, les prix explosent sur le marché. Nous irons voir à Baganté. Dans l'actualité également, ce jeudi, la nouvelle de sa mort a fait l'effort d'une bombe ce matin. Le philosophe et enseignant d'université Hubert Mononjana a rendu l'âme ce 16 novembre, journée consacrée à la philosophie. Connu comme l'un des intellectuels qui a accordé du soutien à Paul Biya aux premières heures de sa gouvernance, le critique de l'éthique sociale s'en va, léguant à la postérité des concepts que nous revisitons ce soir. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Allons d'abord à Baganté en ouverture de ce journal, dans la région de l'Ouest, où des agriculteurs sont dans le désarroi total à cause de l'excès de pluie qui détruit la production du haricot. La forte pluviométrie enregistrée dans la ville ces dernières semaines entraîne la pourriture de ces denrées alimentaires en cette saison de moisson. La situation porte en elle d'énormes conséquences. La première, c'est l'augmentation du prix du haricot sur le marché. Voici le reportage d'Aimé Catherine Mokouri sur les images d'Abraham Sarr. Ces plantes de haricots se sont arrachées avec les espoirs des seigneurs de la terre. Les changements climatiques ont changé la donne pour ces cultivateurs, alors que le retour des pluies après la hargne du soleil avait redonné de la lumière à ces derniers. L'excès d'averse s'est avéré encore plus ravageur. Si tu enlèves ton haricot actuellement là, tu mets au champ. Le lendemain, tu viendras, tu verras que tout le bas a commencé à pourrir. Les grandes pluies sont tombées au moment où il y avait déjà floraison. Donc les grandes pluies détruisaient plutôt les fleurs d'haricot. Selon le cycle habituel de semailles et moissons, les graines du haricot entrent en terre à partir du mois d'août pour être récoltées 3 mois plus tard. Au mois de novembre, que la pluie était déjà arrêtée là, les premiers haricots qu'on devait récolter pour le premier, donc dès le début de novembre, non? Oui. Donc la pluie a commencé à taper, il pleut tous les jours sans cesse. Donc, on ne croit pas qu'on peut avoir une meilleure récolte, sauf les gens qui ont sémé peut-être les derniers haricots, qui peuvent peut-être souhaiter qu'ils peuvent encore avoir le haricot. Les pluies abondantes s'avèrent donc néfastes pour les cultures et entravent les récoltes. Conséquence, les productions pourrissent et sur le marché, le prix de la denrée alimentaire subit une grande augmentation, au grand malheur des ménages. Allons à présent à Kribi, dans la région du Sud, à la découverte d'une ville sans toilettes publiques, de quoi intéresser et embarrasser les habitants de la cité balnéaire et même des visiteurs. En attendant que la mairie de la ville ne remédie à ce besoin crucial et vital, les touristes et autres visiteurs se débrouillent comme ils peuvent dans les rues de la ville. Voici le reportage d'Elisabeth Ngaoum sur les images de Colin Stein. Kribi, ville balnéaire. Chaque jour, elle accueille un nombre important de visiteurs locaux et même des étrangers. Sur cette belle vue ouverte à la mer, difficile de s'en apercevoir du manque de toilettes publiques sur le site, tout comme dans le reste de la ville. Le premier constat, c'est quand même qu'on est déçu qu'une ville balnéaire comme Kribi ne possède que, je peux dire, 2 toilettes publiques qui sont même d'ailleurs tous les deux à la plage. Ces 2 toilettes on les voit simplement à la plage, ces 2 petites cabines. Et c'est dommage parce que dans le reste de la ville, il n'y a rien. Une situation qui oblige plus d'un à se soulager dans la nature. Lorsqu'il vous prend un besoin pressant dans la ville, vous êtes obligé de vous débrouiller dans la nature. Ce qui n'est absolument pas hygiénique par rapport aux problèmes de santé que tout le monde rencontre dans la ville. Si l'aspect santé préoccupe déjà, le volet touristique encore plus.
Les toilettes publiques sont un des éléments d'un ensemble d'une politique touristique. Et c'est ce que nous interrogeons, nous questionnons la politique touristique dont les toilettes publiques sont partie intégrante. Leur mise en place pourrait, selon Pludon, être créateur de richesses. Toilettes publiques, mobilier urbain, toilettes publiques, accroissement de l'emploi, c'est-à-dire création d'emplois, et toilettes publiques, mise à l'aise des populations, surtout que nous sommes une ville balnéaire. Cette ville reçoit des gens qui viennent de Yaoundé, de Douala, d'Europe, etc., etc. Et il faut absolument que ce soit à l'aise. Et une ville moderne ne peut pas se passer de toilettes publiques. Les autorités de la ville devraient se pencher sur la question, car cela participerait, selon plusieurs observateurs, à la beauté de la localité. Annoncé mort hier soir, un démenti est apporté par son fils aîné. Hélas, aux premières heures de ce jeudi, l'enseignant d'université et philosophe Hubert Mononjana va pousser son dernier soupir à l'hôpital général de Yaoundé. Il y a été transféré après un séjour à l'hôpital central suite à un accident de circulation survenu le 2 novembre dernier. Le corps mis à la morgue, ses proches vont rentrer se recueillir dans la douleur au domicile familial au quartier Obam, Angola, dans l'arrondissement de Yaoundé 3e. Rejoint par des amis et connaissances. Le reportage de Joël Diom 3 et Raoul Ngoufou. Ce sourire en coin qui ne le quittait presque jamais, le professeur de philosophie Hubert Mononjana l'a emporté avec lui vers l'au-delà aux premières heures de ce jeudi, journée mondiale de la philosophie. Tout est dans le symbole. Quelques heures plus tard, son domicile au quartier Obamongola, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, se transforme en une agora de pleurs. Le penseur s'est éteint après avoir déjoué une fausse mort annoncée sur les réseaux sociaux hier après-midi, prenant ainsi ses proches au dépourvu. Ce décès qui nous surprend tous est survenu après un accident dont le procès a été victime le 2 novembre. Il a été percuté par un chauffard. Le portail ouvert ici accueille l'assemblée venue apporter son soutien à la famille. Son frère cadet que voici dit être touché par cette perte sèche. Sa douleur, il exprime de manière philosophique un langage si souvent utilisé avec son illustre disparu de frère aîné. Excusez-moi. Beaucoup m'a manqué. C'est une perte. C'est des hommes, le genre d'homme irremplaçable. Ma douleur est aussi immense que le nombre d'années-lumière qui nous sépare de la lumière du soleil. Hubert Mononjana, l'un des plus grands penseurs philosophiques de notre époque, délaisse la terre des vivants pour retrouver Socrate, Descartes, Marcien Toa et autres, et Boussiboulaga, certainement dans ce monde intelligible de Platon. Le départ brusque du professeur Hubert Mononjana suscite des réactions dans l'opinion. Personnalités et simples anonymes rendent tous hommage à un grand philosophe. L'un de ses compagnons de route dans la pensée s'est exprimé sur son décès. Ebenezer Djomwele, très touché, regrette la manière par laquelle s'en est allé son collègue. Extrait sélectionné par notre reporter Joël Diom 3. Qu'un grand philosophe camerounais nous quitte des suites d'un accident de circulation. Il n'est pas mort de maladie. Que son âme repose en paix. Je devais le voir la semaine dernière à l'Université catholique où il devait intervenir. Nous sommes tout le temps en train de faire ce que nous venons de faire ici. Son intervention a été lue par quelqu'un d'autre. Et là, nous ne pensions pas que ça allait être aussi grave. Voilà. Mono nous a quittés. Il a rejoint le grand collègue Marcien Toa, de Boussiboulaga et d'autres encore. La vie continue.
Il avait frappé le public par son aisance d'élocution dès l'avènement de la télévision au Cameroun. Doté d'un sens de la formule hors pair, le philosophe Hubert Monon-Diana, écrivain prolifique également, qui s'est éteint ce matin à l'âge de 77 ans, fait partie de ces penseurs camerounais ayant flirté avec la politique tout y en revendiquant de la morale, un cran au-dessus de l'éthique. La vie en politique du philosophe Monon-Diana au laser sous le regard de Rodrigue Tongué. Avait-il volontairement ou accidentellement voulu tenter de ramener la morale en politique? Politique prise ici au sens strict de la gestion de la cité. Lui, Hubert Monon-Diana, avait toujours revendiqué que c'est de façon structurée qu'il a souvent argumenté que la politique peut se faire sur les ressorts de la morale. Il le postulait déjà en 1988 dans l'ouvrage L'ethnofascisme dans la littérature politique camerounaise, ou encore plus tard, en 2002, dans un article intitulé Le mensonge en politique. Mais sur son chemin, Hubert Monon-Diana, ex-chef du département de philosophie à ce qui était l'université de Yaoundé, croisait le chemin de ceux qui l'affublaient du statut de philosophe du pouvoir RDPC, théoricien de stratégie visant à convaincre les masses de faire l'apologie de Paul Biya. Le philosophe émolu de l'université du Cameroun et des universités de France lança l'idée de l'ethnofascisme, dénonçant la tentative de prise de pouvoir par la force du nombre sociologique. Mais il rencontra la résistance de certains de ses collègues qui repliquaient avec le monofascisme, néologisme surfant sur son nom et désignant le complot ethnique. Mais le fils de Kabita par Obala dans la Léquier se défendait de n'agir que sous la gouverne de la morale. Et lorsque vint son ascension dans le RDPC jusqu'au rang de secrétaire général adjoint du comité central, tous les contenteurs de l'auteur d'essais sur les contradictions du sens commun prenaient à témoin un cas patent de philosophe au service du pouvoir. Hubert Monon-Diana fut en effet l'un des premiers intellectuels à soutenir ouvertement et publiquement la politique du renouveau, ouvrant le boulevard aux universitaires vers des postes hyper stratégiques du pays. Mais son séjour au sein de la technostructure du RDPC au pouvoir fut bref. De nombreux observateurs pointent du doigt ces difficultés à composer avec le clientélisme et la ruse qui sont l'oxygène en politique. Désormais hors jeu, l'un des premiers philosophes camerounais à accéder au titre de professeur des universités ne baisse pas pour autant les bras et assène à coups de griffes l'axiologie sur la manière dont devrait être gérée notre cité. Tout y passe. La dénonciation de la prise d'otage du Cameroun par ce qu'il appelle les ayants droit. Il y a une poignée de citoyens camerounais qui sont emparés du pays. Absolument. Et qui le gèrent au gré de leurs intérêts. Absolument. En surveillant chirurgicalement les moindres interstices où quelqu'un d'autre voudrait passer. C'est clair. En les bloquant avec une eau cimentée pour que ça n'existe même pas, qu'il n'y ait pas de fissure. Donc, il y a les ayants droit du pays et des nôtres et les autres qui sont exclus. Mais aussi un tribalisme fabriqué in vitro et au service de ceux qui dirigent. Il y a deux grandes tribus. La tribu de ceux qui s'accaparent les avantages de notre pays. Absolument. Et la tribu de ceux qui sont exclus. Absolument. Et qui se battent désespérément pour avoir une petite place au soleil. Parti à 77 ans, il avait voulu voir les prémices de ce changement autant chez l'élite que chez la doxa. Auteur prolifique qui ne boudait pas beaucoup les micros, caméras et colonnes de journaux, il s'est attaqué à la corruption, au népotisme et autres inerties administratives. Les formules écarter la norme, normaliser l'écart, ou encore le mapartisme et les chansons de Sodome et de Gomorrhe. Ces derniers titres d'un ouvrage sonnent comme un legs d'Hubert Monon-Diana à la postérité qui voudrait éventuellement un jour dresser le diagnostic d'un retard social accusé chez nous. Monon-Diana, qui n'est plus, pensera toujours pas loin du contre-pied au « je pense » dont je suis de René Descartes.
Et nous sommes effectivement le 16 novembre, et ce fut une célébration en demi-teinte de la journée internationale de la philosophie. Malgré le départ d'Hubert Mono-Njana, ce jour, la famille des philosophes et même la communauté scientifique dans son ensemble a fait mieux pour épouser le thème philosophie et digitalisation des savoirs. Si au secondaire, la mise à jour est en cours, au supérieur, les philosophes prescrivent prudence dans la gestion des savoirs digitaux. Janice Kamga et Serge Alozim. Comme une analyse critique de la contribution de la digitalisation à l'essor de la philosophie au Cameroun, le thème de cette 22e journée internationale de la philo pose une thèse. Le digital est un accélérateur de connaissances, un espace de conservation des savoirs. Au secondaire, le processus gagne du terrain. Le taux de cours digitalisés se chiffre à 8%. Plus de 330 millions de nos francs CFA sont affectés pour l'acquisition progressive des kits de digitalisation. Au supérieur, l'antithèse sonne comme une évidence. Force est de constater que face à cette intrusion de plus en plus massive du digital pour permettre une transmission plus large des divers savoirs à travers ordinateurs, smartphones et autres applications d'intelligence artificielle, l'humanité a tendance à perdre pied. Ils en parlent comme si c'était des entités autonomes, indépendantes. Non. Par exemple, répondre à la question du bonheur. Comment une machine peut répondre à cette question? Elle se sert des instruments de citations. Kant a dit ceci, Socrate a dit ceci, et ainsi de suite. Et après, la conclusion qui ne peut être que personnelle ne pourra jamais être donnée par la machine. Les rentrées philosophiques de l'université de Yaoundé 1, démarrées ce jour au campus de Ngouaekele, ont convoqué la vertu et permis à ces ouvriers du concept de repenser le e-learning, non sans poser des pare-feux. L'homme au cœur de la digitalisation et on ne peut en aucun cas les superposer. Il y a une volonté, n'est-ce pas, de remettre un peu d'ordre et que chacun soit un peu à sa place. Le digital, instrument, est l'homme qui crée le savoir et qui le transmet par la voie du digital. De la caverne au web, la philosophie est à la croisée des chemins. C'est un code rouge pour l'humanité qui pourrait revivre le fantasme de Frankenstein. Et sortons de philosophie pour parler à présent de sport avec le Cameroun qui affronte ce vendredi l'île Maurice pour les qualifications à la Coupe du Monde FIFA USA 2026. À cet effet, avant ce match très attendu demain à Japoma, nous sommes allés à la rencontre des experts du football. Je vous propose de regarder leurs analyses quant à la sortie de cette rencontre, quant à la sortie de Lions Indomptables demain à Japoma face à l'île Maurice. Les détails avec Luciano Ndiakou et Wilfried Gomse. Le Cameroun et l'île Maurice se sont confrontés à 2 reprises dans l'histoire du football. Pour ces 2 confrontations, les Lions Indomptables sont toujours sortis vainqueurs. Cameroun-Île Maurice, ça ressemble, c'est des matchs pièges. C'est des matchs pièges parce qu'on a, si vous voulez rentrer dans la Bible, un peu David et Goliath. Pas dans le scénario, mais dans l'esprit. C'est-à-dire que les Lions Indomptables du Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, l'île Maurice qui se cherche encore. Toute l'histoire des confrontations Cameroun-Île Maurice, la génération, que ce soit la génération de Samba Anak ou bien de Samuel Eto'o ou encore celle de Vincent Bakar, c'est des confrontations qui ont toujours tourné à la faveur du Cameroun. 16 buts marqués, 1 contre 1 seul encaissé. Mais vu les surprises habituelles du manager sélectionneur Hugo Besson et ses poulains, lors des rencontres face aux équipes avec un niveau de jeu moyen, il faudra tout faire pour garder son respect face à son public. Mais maintenant, vous savez, les Lions ont souvent l'art de se créer eux-mêmes leurs propres problèmes. Et voilà, c'est pourquoi on peut se retrouver à la mi-temps avec un 0-0. Je ne serais pas surpris. Mais pour moi, honnêtement, ce serait même scandaleux que le Cameroun ne sorte pas vainqueur de ce match. Dans la génération de Fabrice Ondoa, André Onana ne connaît pas encore comment se comporter contre l'île Maurice. Il y a un seul comportement à avoir, il faut gagner ce match. Et il faut le gagner avec la manière pour bien démarrer la phase de qualification. Mais maintenant, face à une équipe qui est classée 177e nation mondiale, je crois quand même que les joueurs de haut niveau que nous avons dans la tanière doivent se faire respecter. Rendez-vous ce vendredi au stade de Japoma pour savoir qui des Lions Indomptables du Cameroun ou des Dodos de l'île Maurice seront vainqueurs de cette 3e rencontre.
Allons donc au stade de Japoma en direct pour retrouver Aimé Catherine Moukouri pour le compte rendu de cette journée qui a été riche en événements entre la conférence d'avant-match donnée par le sélectionneur, le manager Rigobert Song-Banak et également l'équipe mauricienne et la séance d'entraînement précédée par la visite des autorités. Nous aurons dans un instant, me dit-on, Aimé Catherine Moukouri en direct du stade Japoma de Douala. Avant de revenir à Aimé Catherine Moukouri, qui est en direct du stade Japoma de Douala, je vous propose d'écouter une attitude de Rigobert Song-Banak tout à l'heure en conférence de presse. Rigobert Song-Banak qui s'est exprimé ainsi que Franck Zambouanguissa, le milieu de terrain des Lions Indomptables du Cameroun. On les écoute avant de repartir à Japoma. Ce match, il est pris très au sérieux. Il nous faut absolument donner tout et ça a beaucoup d'enjeux parce que sur le plan psychologique, mental et tout, il faudrait que les Camerounais soient rassurés, se sentent rassurés pour la suite de la compétition et je pense que c'est un match qui va être très beau et nous sommes conscients, nous savons les attentes que nous avons. Cet immense honneur que c'est d'être un capitaine, je pense que pour moi c'est pas le plus important. Mon rôle de leader dans le vestiaire, c'est d'encadrer ces jeunes-là comme vous parlez d'eux, d'accueillir tout le monde qui vient dans la tanière comme un frère parce que nous sommes une famille. Et pour moi c'est le plus important. Ce rôle-là, je le joue avec ou sans brassard. C'est une énorme fierté pour moi de porter le brassard de capitaine d'équipe nationale du Cameroun. Mais je vous dirais aussi qu'avec ou sans brassard, je suis quelqu'un qui donne le 100% de sa personne. Et je parle bien de sa personne, je ne parle pas du footballeur, pour sa famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma famille. Et on me signale donc qu'Aimé Catherine Moukouri et Luciano Doudou-Ndiakou sont en direct du stade de Japoma de Douala. Ils reviennent donc sur cette journée riche en événements entre la conférence de presse d'avant-match dont vous venez de regarder quelques extraits, la visite des autorités et la séance d'entraînement de tout à l'heure. Aimé Catherine, bonsoir. Bonsoir Michael Chipkio, comme vous l'avez dit, une série dont le dernier en date, c'est cette conférence d'avant-match de l'île Maurice qui est en cours, comme vous pouvez le voir derrière. Et justement, c'est le coach adjoint Sakour de cette sélection qui est face à la presse également, le défenseur rose. Et on retient ces mots de ce dernier. Je ne vais pas, nous, prendre la tâche facile. Jouer les troubles faits, on le sait, c'est une équipe qui n'a jamais remporté un match devant le Cameroun, mais qui ne compte pas pour autant s'incliner. Autre événement de cette soirée qui est en cours, qui va s'achever dans quelques minutes, c'est cette séance d'entraînement des Lions. Été précédé par la visite du ministre des Sports accompagné du gouverneur de la région du littoral, également du président de la Fédération camerounaise de football. Ça a été un huis clos, mais on suppose qu'il était question bien évidemment de transmettre les bonnes ondes à ces joueurs qui vont rejoindre la pelouse demain pour représenter le pays. On a également eu les dernières informations quant au dispositif des tickets, de la vente des tickets, et les supporters des Lions Indomptables sont invités à aller se précipiter dans les points de vente pour arracher les tickets et être ici demain pour ce match dont le dispositif sécuritaire est déjà mis en place. On a eu les affirmations de l'état-major. Alors, il y a eu des déclarations cette journée, bien que le manager sélectionneur Rigobert Song soit resté évasif comme d'habitude sur les techniques de demain. Il ne faudrait pas tout révéler à l'adversaire. Et justement, à nos côtés, on a Charles Douglas Demba, journaliste de sport pour Balafon. Alors, Charles Douglas Demba, qu'est-ce qu'on retient de ces sorties de Rigobert Song qui n'a pas précisé qui seront ceux-là qui fouleront le stade demain?
On retient déjà qu'il a tranché net le débat sur bonsoir Cathy. On retient qu'il a tranché le débat sur le capitana, puisque Zambo Anguissa a voulu rester évasif, maintenir le petit flot, mais il a répondu en toute sincérité que Zambo Anguissa est déjà un cadre de l'équipe du Cameroun et sera donc capitaine demain. Et à chaque fois qu'il n'y aura pas les capitaines habituels désignés, Choupo et Vincent Baka, c'est Zambo Anguissa qui abordera le capitaine. On ne parlera pas de Choupo, de Toko Ekambi, de Onana ou encore du plus ancien Fabrice Ondoa, puisqu'il n'est plus titulaire. L'autre point fort également qu'on peut retenir dans cette conférence de presse de Rigobert Song-Banack, c'est bien sûr la prudence. Rigobert Song-Banack, depuis le dévoilement de la liste des 24, il ne cesse de rappeler que les matchs n'ont pas souvent été évidents, n'ont pas souvent été faciles avec la sélection du Cameroun lorsqu'on rencontre des équipes moins bien classées que le Cameroun. Là, on joue contre la 177e nation mondiale et il a dit on doit absolument tout faire pour jouer ce match à fond. On est quand même le Cameroun. Ça, ce sont ses expressions. Et on s'est dit, Rigobert Song-Banack est conscient qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Il le dit d'ailleurs lui-même. Et il faut corriger ces erreurs-là. Autre point également où il était très attendu. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont abordé dans ce sens où on dit il ne parle jamais de tactique. Il est toujours évasif là-dessus. Il est revenu en disant, vous avez l'habitude de dire qu'il n'y a pas des ballons quand ils arrivent dans la surface de réparation. Il y a des centres, mais il n'y a pas de joueurs à la réception, à la retombée des ballons. Il a dit demain, vous allez voir qu'il y aura des joueurs à la retombée du ballon. Donc ça veut dire que Rigobert Song-Banack est peut-être parti avec un schéma où on aura plus de présence devant le but adverse pour pouvoir, pourquoi pas, inscrire le maximum de buts possible. Et là, l'attaque on a Mumbagna, on a Ateba de Dynamo de Douala, on a Magri. Il y a pas mal de joueurs qui pourraient faire office d'attaquant demain et d'inscrire les buts qui viendront forcément sur les côtés. En 30 secondes, Charles Douglas Ndemba, quelles sont les chances selon vous des locaux, comme vous avez cité Lionel Ateba, de fouler la pelouse demain quand on sait que cette rencontre servira à notre manager sélectionneur pour peaufiner son équipe pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations? Il a révisé ses statistiques, Rigobert Song-Banack, en venant dans cette conférence de presse. Il y a 16 buts marqués en 4 matchs contre l'île Maurice. Donc il sait qu'il faut le maximum d'attaquants pour marquer. Donc sur les 3 joueurs locaux, Achama, Remoso et Lionel Ateba, je pencherais plus pour un fort pourcentage pour Lionel Ateba pour jouer le même quelques minutes. Alors, on va parler également de cette équipe d'île Maurice qui, on le sait, n'est pas un foudre de guerre, justement. Les propos quand même du défenseur rose nous interpellent. On sait que le Cameroun a tendance à avoir de piètres performances devant ce type d'équipe-là. Est-ce que vous pensez, si vous avez suivi l'entraînement déjà il y a quelques jours et l'entraînement qui se passera il y a quelques instants, parce que là, la conférence de presse vient de s'achever, dont cette équipe va aller à l'entraînement. Est-ce que vous pensez que cette équipe-là créer la surprise quand on sait que c'est pour la plupart des joueurs locaux de ce pays? Alors, je vais reposer mon analyse sur les récents événements. Les joueurs camerounais, ou si on veut l'équipe nationale, a souvent montré un visage assez pâle, assez frileux. Lorsque le stade est plein, à craquer, les joueurs sont très souvent sous pression. On ne sait pas pourquoi, ce n'est pas une pression positive. Et là, ils ont du mal à jouer devant un public plein. Demain, ce sera 50 000 personnes. Et lorsque vous écoutez les déclarations d'avant-match en conférence de presse de Rose, le défenseur mauricien, il dit on fait ce métier pour jouer ce type de rencontre là. Il y aura 50 000 personnes. On aime quand il y a ce genre d'ambiance. Et je crois que oui, il y a des raisons de prendre très au sérieux ces équipes mauriciennes, parce que lorsque vous avez des joueurs motivés pour jouer devant un tel public, ça veut dire qu'eux-mêmes également, ils vont se donner à fond. Le coach adjoint Sakour, qui est venu en conférence de presse, a dit on vient jouer ces matchs parce que nous également on a espoir qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, logiquement, le Cameroun doit mettre les bouchées doubles pour gagner ce match, et avec la manière si possible. Merci Charles Douglas Ndemba pour ces analyses. On le disait il y a quelques instants, en cours dans une poignée de minutes, la séance d'entraînement de cette équipe d'île Maurice. Le Cameroun, pour sa part, a fini sur la pelouse il y a quelques instants. C'était juste une séance d'une heure. Donc rendez-vous demain pour cette rencontre Cameroun-île Maurice au stade de Japoma. Depuis ce stade, justement, nous étions Aimé Catherine Moukouri, André Mirabeau, Maop, Enguerrand, Toa, Augustin Fossi pour Canal 2 International. Merci infiniment à vous, à toute l'équipe au stade de Japoma. La suite avec les qualifications en Coupe du Monde des Lions indomptables, on le sait, qui se sont rarement déroulées sans rebondissement. Retour donc sur les 5 dernières campagnes de qualification mondiale dans la chronique de ce soir signée André Mirabeau.
Difficulté technique pour avoir cet élément d'André Mirabeau. Eh bien, le rendez-vous est pris de toutes les façons demain soir au stade de Japoma à Douala pour cette rencontre entre le Cameroun et l'île Maurice. Et vous faites bien de regarder le 19h50. Nous vous en remercions. Je m'en vais vous donner le menu de la suite de ce journal avec l'Assemblée nationale qui cherche des moyens pour combattre la corruption au Cameroun. Les parlementaires réunis ce jour ont discuté avec des responsables de la Commission nationale anti-corruption sur les stratégies à mettre en place pour affronter la gangrène qui touche le pays de plein fouet. Nous parlerons également d'économie, comment sortir les petites et moyennes entreprises du maquis fiscal. La bourse de sous-traitance tente de trouver des solutions. Les sujets sur l'abattement des impôts et même l'exonération de la TVA étaient donc au cœur du débat ce jour. C'est une perche tendue aux PME. La lutte contre la corruption au Cameroun au cœur du débat ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le forum d'échange et d'information sur ce fléau organisé par le réseau parlementaire contre la corruption a donné lieu à une séance de questions orales au président de la CONAC, au ministre de la Justice et au ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État. Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zibou pour les détails. En 2022, la corruption a fait perdre plus de 4,5 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Le mal a pris ses quartiers quasiment dans toutes les institutions. Le cas Assemblée nationale mis à nu. Le profil de carrière des fonctionnaires de l'Assemblée nationale et à tête chercheuse, il faut être de la même proximité pour avoir un portefeuille conséquent pour espérer quelques avantages. Les uns et les autres ont créé un marché noir à cet effet. Tout est monnayé. Au barreau du Cameroun, chez les hommes en robe noire, les usagers broient du noir. Confession de cette avocate. À l'enquête préliminaire, par exemple, les gens sont obligés de payer ce que les enquêteurs appellent frais de procédure. Pour enrôler une affaire, il faut donner de l'argent au greffier. Pour obtenir une expédition, il faut payer non seulement les frais prévus par l'État, mais surtout les frais de saisie et les frais du temps que le greffier va passer à saisir la décision, alors qu'il est payé par l'État du Cameroun pour faire ce travail. Le forum d'information et d'échange de ce 16 novembre à l'Assemblée nationale est l'occasion de faire le diagnostic de ce fléau au Cameroun. Pensez-vous qu'une loi spécifique qui va lutter contre la corruption pourra apporter la solution de la lutte contre la corruption dans notre pays? Cette loi anticorruption permet de criminaliser davantage ce que nous appelons les enrichissements illicites. À l'initiative de ces travaux présidés par Hilarion Eton, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le réseau des parlementaires camerounais contre la corruption. Abattement sur l'impôt et exonération de la TVA, la perche que tend l'État aux PME à travers la mise en place des centres de gestion agréés. Il s'agit pour l'administration fiscale d'encourager les petites et moyennes entreprises à sortir du secteur formel en payant un impôt minimum. Organisé par la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun, l'atelier de ce jour à Douala a permis aux promoteurs de PME d'exprimer leur malaise face à l'État qui cumule des dettes dans l'exécution des marchés publics, d'une part, et les experts d'autre part, d'édifier les promoteurs des PME sur les techniques fiscales. Monique Naosi-Fosso et Henri Chinda pour les détails. Préserver son business en payant le juste impôt. L'administration fiscale ne doit plus vous faire peur. Ce sont entre autres messages de motivation adressés aux promoteurs de PME-PMI pour les inviter à adhérer au centre de gestion agréé mis sur pied par l'État. C'est un outil qui a été pensé par l'administration fiscale pour aider les PME camerounaises à sortir de l'informel vers le formel, tout en étant suffisamment encadrés par les experts en la matière. Les centres de gestion agréés sont présentés comme des outils de compétitivité bénéfiques pour les entreprises de taille moyenne. Lorsque vous êtes adhérent d'un centre de gestion agréé en phase de création en tant qu'entreprise, au lieu de bénéficier d'une année d'exemption à la patente, vous en bénéficiez de deux, c'est-à-dire la première année et la deuxième année.
Et ensuite, maintenant, en ce qui concerne la phase opérationnelle, vous êtes éligible à l'abattement de 50% en ce qui concerne l'impôt assis sur votre résultat fiscal. Cependant, les grandes entreprises s'en trouvent lésées. Ceux qui sont avantagés, ce sont des PME qui ont un chiffre d'affaires entre 10 millions et 100 millions. Donc nous, en l'occurrence, nous sommes à plus de 100 millions. Ce n'est pas très évident. L'abattement des 50%, nous allons payer la totalité. Et au niveau de la TVA aussi, nous ne sommes pas exonérés. Nous allons toujours rester parmi ceux qui vont payer la TVA. Après la migration des petites et moyennes entreprises vers le secteur formel, les critiques invitent l'État à revoir sa copie pour la survie des dites entreprises. L'État devrait faire des efforts pour pouvoir aider les PME à migrer. Les PME aimeraient migrer, mais il y a des cas de PME qui ont traité avec l'État, qui ont exécuté certains marchés publics, mais qui ne sont toujours pas payés, qui sont encore en attente de paiement. Il y a même certains qui ont eu des cas d'AVC, qui aujourd'hui, par exemple, se retrouvent sur la paille parce qu'ils n'ont pas pu payer les dettes à la banque, ils n'ont pas pu payer, respecter les engagements pris auprès des tontines. La bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun organise ce séminaire d'optimisation de la fiscalité des entreprises au moment où les députés cogitent sur la loi fiscale 2024. Yaoundé a sa nouvelle boucherie moderne. L'infrastructure construite selon les normes professionnelles en la matière a été inaugurée ce jeudi par le sous-préfet de Yaoundé 1er. Une inauguration couplée au lancement du stock de sécurité de la viande dont l'objectif est de rendre le produit disponible en quantité et en qualité partout sur le territoire. Qu'est-ce qui va changer avec la nouvelle boucherie? Réponse dans cet élément de Daniel Anissem-Boudier et Bertrand Sassé. 1 kilo de viande sans os ou encore 3 kilos avec os, l'expression ne tient plus. Désormais, les clients de mon ami le boucher, au lieu d'y abattoir à Yaoundé, devront s'habituer aux thèmes tels que je veux une tranche, une gîte à noix, une galinette. Chaque partie de viande étant adaptée à un type de cuisson bien précis. La boucherie camerounaise se modernise. Dans cette nouvelle boucherie, on est allé encore vers la découpe. C'est-à-dire vous pouvez avoir des filets, de faux filets, etc., côte, entrecôte, à un prix qui est encore inférieur à ce que vous voyez dans les grandes superficies. L'infrastructure témoin est inaugurée par le sous-préfet de Yaoundé 1er ce 16 novembre. En faisant le tour, l'autorité administrative a pu se rendre compte des bonnes pratiques et surtout du respect des prix homologués. Décembre, dans quelques semaines, se célébrera dans de très bonnes conditions et en toute sérénité parce qu'il y a de la viande en quantité suffisante. La manipulation de la viande ici se fait selon les règles de l'art, avec du matériel adapté et dans les conditions optimales d'hygiène et de salubrité. Les premiers clients sont déjà conquis. Les prix sont intéressants, les articles ont l'air de très bonne qualité. J'ai fait mes premiers achats, je vais tester à la maison, je pense que ce sera très bon. Elle est vraiment achalandée comme les boucheries en ville. Donc désormais, nous allons changer d'habitude. Sous l'impulsion de la Société de développement et d'exploitation de la production animale, d'autres boucheries vont être construites dans la ville et en région. Cette inauguration intervient en même temps que le lancement du store de sécurité de la viande, dont l'ambition est de garantir aux populations des contrées, même les plus éloignées, une viande saine en quantité et au bon prix, durant toute l'année, quelles que soient les crises. Du beurre au poisson et avec un petit tour dans les dédales du secteur informel pour s'intéresser aux nettoyeurs de poissons justement, présents à l'entrée de nombreuses poissonneries de la ville. Ces derniers constituent une main-d'œuvre indispensable pour de nombreux ménages. Les détails avec Cyril Kwakam et Henri Tinda. La journée peut alors démarrer pour Zéphirin, nettoyeur de poissons au lieu du marché Ndokpasi 3 à Douala. Dans ce couloir, ils sont une dizaine de jeunes. Leur cœur de cible sont ici les briseuses de poissons. Je travaille sur tous les poissons, quel qu'en soit le poisson, je travaille. Nous on a compris, nous on est à village, quand même on n'est pas quand même en ville. Avec les femmes, avec les ménagères là, les ménagères ne sont pas réguliers au marché. Bon, si ce n'est pas les briseuses alors qui nous sauvent un peu, c'est que même travail, même nous on ne travaille rien. Un couteau, une brosse et bien d'autres outils mis à contribution pour un travail efficace. On n'a pas vu comment peut-être enlever le noix qui est vraiment au milieu du poisson. C'est là qu'on a utilisé cette brosse
pour voir ça, pour le faire, ça le fait vraiment. Les prix du nettoyage varient d'un poisson à un autre. Et la quantité aussi est un facteur important. Ce genre de poisson, pour nettoyer ça c'est dur. Mais le maquereau c'est facile, donc nous n'avons pas de prix fixe. Ça dépend du poisson que tu apportes, que lui-même le nettoyeur te dit et vous faites le débat par rapport à ce que tu as dans les poches. Pour Alvin, l'addition est salée. Elle devra débourser 700 francs CFA en plus pour un service allant du nettoyage au découpage. Oui, 300. Le nettoyeur me demande 1000 francs. C'est vrai que je suis dépassée, mais je vais faire avec, il n'y a pas le choix. Ici, rien ne se jette. Ces déchets qui se forment seront utilisés à d'autres fins. Les déchets aident surtout les gens qui nourrissent les chiens. Les chiens, le chat et surtout le porc. Bon, ces gens-là, ils viennent quand même demander les déchets. En plus d'être exposés aux intempéries, ils risquent gros dans la pratique de leur activité. Oh, la difficulté, c'est la machette peut te blesser ou le couteau peut te blesser. Le poisson même te pique à toi et à travers. Dans un contexte de vie chère, ces derniers subsistent. Je me bats seulement, je ne peux pas dire que ça me nourrit. On pousse seulement, on met la canne. Donc, ce n'est pas, c'est difficile, mais on va faire comment? Au Cameroun, le secteur informel contribue à plus de 37% du produit intérieur brut, même si les acteurs avouent ne pas être suffisamment accompagnés par le gouvernement. De la culture avec la caravane du Ngondo qui se poursuit dans les différents cantons de Douala. Le canton Bel a accueilli la dite caravane ce mercredi nuit avec tous ses fils et filles réunis. La cérémonie a été marquée par la reconnaissance du canton envers les enfants dévoués. Les détails avec Junior Ossan et Marius Posso. La caravane du Ngondo porte avec elle des distinctions pour ses fils et filles du canton Bel. Cet homme et cette femme reçoivent du roi Bel des récompenses pour avoir servi la communauté sans relâche durant une trentaine d'années. Au milieu de la nuit, ici au Parc des Princes de Bali, tambour et chant annoncent la belle fête du Ngondo. Le peuple, autour de ses rois, accueille cette caravane porteuse de bénédictions, ci et là, pour le bien de la communauté. Le canton Bel qui reçoit ce cérémonial traditionnel se montre généreux à travers ses présents offerts par la reine Clarisse Bel à ses invités. Cette cérémonie est également marquée par des luttes traditionnelles, des compétitions de danse, d'interprétation et l'élection de la Miss. La grande fête du Ngondo est prévue pour ce mois de décembre. Je vous amène à présent au lieu-dit avenue Kennedy à Yaoundé découvrir un spectacle tout à fait inédit au Cameroun. C'est le spectacle du funambulisme, une sorte de marche libre sur un fil tendu. L'événement organisé par l'Institut français du Cameroun a drainé hier soir une immense foule de curieux. Parmi eux, nos reporters Daniel Anissé-Moudier et Michel Foucault. C'est une scène inhabituelle, voire inédite, à laquelle assistent tout émerveillés les populations de Yaoundé ce soir. Au cœur du spectacle, une jeune femme marchant sur un fil tendu, environ 15 mètres de haut, et quelquefois rejoint par un homme. Ça s'appelle le théâtre des funambules. Une marche très acrobatique et conquérante, rythmée par une musique toute particulière. Une histoire de professionnel. Je fais ça depuis très longtemps, depuis que j'ai 8 ans, depuis plus de 20 ans. C'est avec beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Et non, j'ai pas le vertige. Pour moi, être là-haut, c'est vraiment synonyme de liberté. Pour moi, là-haut, c'est la liberté. No fianga. Derrière la scène divertissante,
se cache une leçon de vie. Et c'est ça le message que je veux faire passer, c'est dans la vie, il faut prendre des risques pour avancer, mais pas seul, il faut être ensemble pour avancer vers la liberté. Le spectacle, le tout premier organisé en Afrique centrale, est offert aux populations de l'avenue Kennedy par l'Institut français du Cameroun. L'initiative, c'était de partager avec l'avenue Kennedy, avec tous les enfants de l'avenue Kennedy, avec tous les gens qui travaillent dans l'avenue Kennedy. Nous, en tant qu'Institut français du Cameroun, ici à Yaoundé, avenue Kennedy, on se doit d'être en relation, en connexion, en respiration avec toutes ces communautés. 30 minutes de concert en plein air pour le grand bonheur des passants et même des badauds. La compagnie dénommée Les Filles du Renard Pâle donnera un autre spectacle dans les prochains jours, cette fois pour le bonheur des populations de la capitale économique, Douala. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Au nom de toute l'équipe de production, je vous dis merci d'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur notre antenne et à demain, 19h50. Bonsoir.